Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de notre épisode en direct ce soir, et c'est au cœur de l'actualité, cette 15e grande commission mixte de coopération Maroc-Sénégal. Loin d'être un diplomatique de plus, elle est une démonstration de méthode. À Rabat, aujourd'hui, la présence du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko aux côtés du chef du gouvernement Aziz Akhannouch a acté une nouvelle étape dans une relation bilatérale enracinée, assumée et en phase de structuration. 17 instruments juridiques ont été signés, allant plutôt des ports à l'industrie, de l'agriculture, à la consultation consulaire, de l'enseignement supérieur à la mobilité, en passant par la formation professionnelle, pour ne citer que ces secteurs vitaux. Cette séquence s'inscrit clairement dans la vision intégrée portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, celle d'une Afrique connectée, intégrée par les infrastructures et sécurisée par l'économie réelle. Le Sénégal y est appelé à jouer d'ailleurs un rôle pivot, tant sur le plan géographique, économique que politique. Mais la lucidité stratégique impose une lecture sans phare. Le Sénégal affiche une croissance robuste, tirée notamment par l'entrée en production des hydrocarbures. Et dans le même temps, le pays traverse une zone de fragilité macroéconomique inédite avec un déficit budgétaire assez élevé, un coût de financement sous tension et une trajectoire de consolidation sous supervision du Fonds monétaire international. Et c'est précisément là que le partenariat avec le Maroc prend tout son sens. Le Maroc ne vient pas chercher un marché de volume, il vient proposer une capacité de structuration. Autrement dit, transformer le potentiel sénégalais en projet bancable, sécurisé et soutenable et gagnant-gagnant, comme le veut la tradition et la stratégie de coopération Sud-Sud voulue par le Royaume. J'accueille pour cette émission ce soir le président de la commission Afrique à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Abdou Diop. Bonsoir. Bonsoir Khadija, c'est toujours un plaisir d'être sur vos antennes. Mais très largement partagé que de vous accueillir, cher Abdou Diop. Et avec nous aussi un plaisir renouvelé de l'accueillir, l'expert en relations internationales et en géostratégie, Cheikh Kaboul Oudani. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir Madame Khadija et merci beaucoup pour l'invitation. Marhaba bik. Et c'est un plaisir renouvelé aussi d'accueillir notre expert en relations internationales. Il s'agit aussi de diplomatie sous toutes ses formes et sous toutes ses facettes qu'on va discuter ce soir. Hafed Boutaleb, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous, Hafed Boutaleb. Monsieur Kaboul Oudani, avant de parler en détail de cette 15e grande commission mixte maroco-sénégalaise, je voudrais revenir avec vous sur cet extrait du dernier communiqué du cabinet royal, dernier en date, datant du jeudi dernier. Je cite, où le souverain a affirmé que le Royaume du Maroc est et restera un grand pays africain, fidèle à l'esprit de fraternité, de solidarité et de respect qu'il a toujours cultivé à l'égard de son continent. Fin de citation, un Maroc qui avance, Cheikh Kaboul Oudani, avec une constante, le temps long, au-delà des alternances politiques ou autres cycles budgétaires. Tout à fait, oui. Écoutez, la réunion de la commission mixte maroco-sénégalais ne peut être lue comme une simple séquence diplomatique ordinaire, mais j'imagine s'inscrit dans une logique plus profonde, celle du temps long de l'État, tel qu'elle est pensée et assumée par la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Face, comme vous le savez, à une séquence conjoncturelle marquée par une forte charge émotionnelle, le Royaume n'a pas choisi la réaction immédiate, ni la surenchère symbolique, mais il a exercé ce que j'appellerais la souveraineté narrative à pleine et à part entière, notamment à travers le communiqué du Palais Royal qui a essayé de reprendre le contrôle du sens et fixer le cadre de lecture. En fait, la lecture, elle est surtout sur cette vision du Maroc, de l'Afrique, du Maroc dans l'Afrique et de l'Afrique dans la politique, dans toutes les politiques du Royaume, notamment celle de sa politique étrangère. Oui, tout à fait. C'est pourquoi c'est une constante de la vision africaine de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui est qu'on ne gouverne pas sous la pression de l'instant, mais à partir d'une lecture géopolitique structurée où la stabilité des relations, la fraternité interafricaine et la continuité des partenariats priment sur les turbulences passagères. Donc, à cet égard, cette commission entre le Maroc et le Sénégal, c'est un acte de consolidation déjà politique, mais aussi un message clair adressé à l'espace africain et international. Le Maroc maîtrise le temps,
l'ORIC et l'horizon stratégique de ces relations bilatérales et multilatérales. Alors, Abdou Diop, on parle de l'engagement constant du Maroc en faveur d'un continent émergent, d'un continent en développement, développé. Comment cette vision se cristallise-t-elle aujourd'hui sur le terrain? Sur le terrain, concrètement, je pense qu'il faut d'abord souligner tout ce que représente cette réunion de cette haute commission mixte. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a rappelé dans son propos liminaire, et c'est un peu ce qu'on disait tout de suite en introduction, c'est la constance et le temps long dans les relations entre le Maroc et ses partenaires stratégiques qui va au-delà de toutes les alternances. Donc, rappelons-le, on a au Sénégal un pouvoir qui est en place depuis 1 an et demi, et c'est justement la première haute commission mixte depuis une dizaine d'années. Donc, c'est important de noter cette constance dans les relations et qui vont au-delà des alternances politiques qui peuvent y avoir un peu partout. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on dit comment tout ça se matérialise sur le terrain, aujourd'hui, il se matérialise par plusieurs actions. Une première action qui est une coopération fondée sur une volonté d'investir dans les sujets qui constituent des axes stratégiques de développement des pays avec qui nous avons une coopération. Ça, c'est extrêmement important. Nous nous inscrivons dans les plans de développement. Aujourd'hui, on le voit, nous sommes inscrits dans les grands projets stratégiques de la vision 2050, qui est la vision actuelle du gouvernement sénégalais. Et c'est très important parce que c'est ce qui traduit le win-win. C'est-à-dire qu'il s'agit d'accompagner les plans de développement. Le deuxième élément qui est aussi très important, c'est comment, aujourd'hui, au-delà de la coopération bilatérale, on inscrit la coopération avec les différents pays dans une logique d'intégration régionale. Et ça aussi, c'est très important. Et quand on parle d'accords dans le domaine notamment du transport, des ports, etc., on est vraiment dans cette construction de corridors d'interconnexion, corridors énergétiques, qui permet le développement et l'intégration régionale. Et bien sûr, avec le chapeau plus large qui est cette initiative atlantique, ce gazoduc atlantique, qui permettent de donner cette dimension d'intégration régionale. Alors, donc, la base est déjà là, n'est-ce pas? Elle est en train de prendre forme, de se structurer, notamment avec cette grande commission mixte. On va rappeler que cela a été décidé il y a quelques mois déjà, que cette commission mixte allait être tenue au Maroc pour donner un nouveau souffle à ce partenariat. Alors, partenariat Maroc-Sénégal, est-il en train de passer, Abdou Diop, pour aussi l'expert que vous êtes en termes de développement des secteurs stratégiques, est-ce qu'on est en train de passer de la symbolique au mesurable? Disons qu'on est déjà passé au mesurable depuis quelque temps. Maintenant, on est en train de passer à l'effet multiplicateur. C'est important. Et quand je dis l'effet multiplicateur, pendant longtemps, on a reproché à cette relation d'avoir un ciment, qui est la relation entre les peuples, exact, ainsi que un autre ciment qui est le cultuel, la religion et les confréries, notamment la confrérie Tijania. Le politique, où il y a toujours eu vraiment une unité de vue et d'action entre le Sénégal et le Maroc, mais on a toujours reproché à cette relation de ne pas avoir la dimension économique à la hauteur de toutes ces relations qui ont été construites depuis des siècles. Alors, si on voit les KPIs, quand même, il y a des chiffres importants à relever. On a un commerce, bon, certes, la balance n'est pas équilibrée, la balance commerciale, mais avoir les IDE et autres chiffres parlants de ce partenariat économique entre Tout à fait, on a travaillé pendant 20 ans. Donc, les KPIs sont là, mais on a l'impression qu'avec tout ce qui a été signé aujourd'hui, on veut vraiment mettre davantage les résultats, c'est-à-dire result-oriented. On veut que ce soit orienté en fait, résultat. On a déjà les résultats, c'est-à-dire pendant 20 ans, on a des investissements très importants qui ont été réalisés. Oui. On a, sur ces 5 dernières années, une multiplication par 2 des échanges commerciaux dans les 2 sens, même si effectivement la balance est encore favorable au Maroc.
4 milliards de dirhams d'exportation contre 600 millions d'importation. Mais c'est des chiffres qui sont multipliés par 2 en 4-5 ans. Donc maintenant, c'est l'effet multiplicateur qu'il faut. Et cet effet multiplicateur, ça passe justement par l'accélération d'un certain nombre de sujets. Et surtout, comment aujourd'hui contribuer à la souveraineté industrielle, comment contribuer au renforcement de la dynamique énergétique, comment contribuer au renforcement de ces corridors logistiques, comment contribuer au renforcement de la coopération agricole et comment faire en sorte que, justement, on profite de la complémentarité sur les chaînes de valeur pour pouvoir avoir plus d'intrants industriels en provenance du Sénégal pour l'économie marocaine et qui permettrait d'améliorer la balance commerciale. Donc c'est sur ces sujets-là que ces accords sont importants et également que la relance des groupes d'impulsion économique entre le Maroc et le Sénégal à travers le secteur privé sera aussi extrêmement importante parce que c'est ensemble que ça va contribuer à renforcer. Parce que le public met le cadre, après il faut que le privé puisse agir ensemble pour pouvoir développer. C'est pour ça que je dis pour que le privé aussi puisse vers un effet multiplicateur. Pour que le privé puisse aussi justement passer à cet effet multiplicateur, à l'IPROG et tout cela, il faut quand même l'appui du public à travers des garanties, notamment sur de grands projets. Nous allons y revenir sur cet aspect de PPP et de financement de grands projets structurants, comme le veulent d'ailleurs, on le voit, les secteurs qui ont couvert ces accords aujourd'hui sont vraiment très budgétaires. On va y revenir. Hafid Boutaleb, quoi, le Sénégal aujourd'hui est un maillon central, comme l'a évoqué à très juste titre Abdou Diop, dans la vision atlantique portée par le Royaume du Maroc. Eh bien, en fait, le Sénégal, comme on le sait très bien, c'est quand même la façade atlantique du Sahel, avec la Mauritanie et le Sahara marocain. Et ce Sahel vaste est un territoire désertique, enclavé, qui recèle de ressources fossiles, mais qui a aussi un potentiel en surface. C'est la population qui y vit, c'est la possibilité de connecter les villes. On parlait du rail en off avant que l'émission commence, connecter des pays et leur donner de nouveaux débouchés. Ces pays-là, que sont les pays du Sahel, aujourd'hui réunis autour d'une organisation qui s'appelle l'AES, qui est en train doucement qui même CES, Confédération des États du Sahel, qui est doucement en train de se structurer, ont des débouchés vers le golfe de Guinée. Mais pour eux, il s'agit d'une carte supplémentaire pour pouvoir mieux négocier avec leurs voisins du Sud, qui leur permet d'accéder à l'océan Atlantique par le golfe de Guinée. D'une part, et d'autre part, c'est beaucoup plus pratique pour eux, l'Atlantique Nord, que l'Atlantique par le golfe de Guinée. Et le Sénégal a cette particularité, puisque peut-être rappelons que beaucoup de détracteurs pointent du doigt que ce projet de Maroc Atlantique ne va que dans le sens de l'intérêt du Maroc. Ce n'est pas vrai. C'est une redistribution des cartes dans toute la région en faveur des pays africains. Qui sont ces détracteurs ? Bien, par exemple, certains voisins, on parle de l'Algérie, mais aussi certains en Europe, qui voient d'un regard menaçant cette redistribution des cartes, puisqu'ils ont leurs intérêts. Nous connaissons la France-Afrique, et pas que la France, il y a d'autres entités. Ce qu'on appelait la France-Afrique. Ce qu'on appelait la France-Afrique, et qu'ils voient en cela une certaine menace pour leurs intérêts. Je leur dis que ce n'est pas vrai du tout, même pour que ce soit nos voisins d'Algérie ou nos voisins d'Europe, c'est une opportunité. Le Sénégal l'a compris, ça redistribue les cartes, y compris en faveur de Dakar, puisque un tel projet place en fait, en réalité, la région Sénégal-Mauritanie en carrefour du Sahel, de la région du Golfe de Guinée et de l'Afrique du Nord. Elle lui donne donc aussi à Dakar une carte stratégique supplémentaire. Et je salue les autorités nouvellement élues depuis 1 an et demi, comme l'a rappelé Abdou Diop, à Dakar, de comprendre cette dimension stratégique de ces projets portés par le Maroc. Il ne s'agit pas que de servir l'intérêt du Maroc, comme vous l'avez rappelé Khadija en introduction, c'est la philosophie, c'est la vision marocaine de la coopération sud-sud. Oui. Nous devons tous gagner. Nous le rappelons même à nos partenaires, à nos voisins, peut-être un jour futurs partenaires de l'Algérie, mais à nos partenaires du Sud, ils le savent, puisqu'il y a des va-et-vient, il y a des partenariats, il y a maintenant du concret, comme l'a rappelé Abdou Diop, il y a du concret sur le terrain, il y a des investissements depuis même les années 90. Rappelons-le quand même, le secteur financier, les fleurons marocains de la finance se sont développés avec succès. Cela permet aussi de créer un brassage
des cadres des banques, de ces banques d'Afrique subsaharienne avec les cadres des banques marocaines. Et ça a vraiment créé des best practices qui sont bien exportées sur le continent. Les banques marocaines en savent long. Donc, justement, petite parenthèse avec Abdou Diop, la finance, est-ce qu'elle est vraiment un levier aujourd'hui, un véritable levier du partenariat Maroc-Sénégal? Très clairement, la finance est un levier stratégique. Aujourd'hui, on le sait, le Sénégal traverse une période difficile en termes de financement international. Donc, elle va sur ses marchés domestiques pour lever des fonds et notamment en émettant des obligations et des titres d'État. Et heureusement qu'on a les banques marocaines qui contribuent à justement souscrire à ces obligations, donc à apporter de la liquidité pour financer une partie de ces besoins de l'État. Et également, ne l'oublions pas, sur beaucoup de sujets de développement économique, aujourd'hui, les banques marocaines ont créé une certaine rupture avec ce qui se passait avant, où on avait très souvent des banques internationales qui finançaient plus leurs filiales nationales qu'autre chose. Aujourd'hui, il y a un financement de l'économie, que ce soit pour l'accès à l'immobilier, que ce soit pour le développement financier. Et encore, un élément très important, on a aussi des banques marocaines qui se sont positionnées sur la microfinance, qui constitue un levier assez important d'inclusion financière. Donc oui, le développement des banques marocaines depuis une vingtaine d'années sur le continent en Afrique subsaharienne est un levier extrêmement important de développement économique. Et on doit jouer dessus justement pour pouvoir apporter des financements innovants et pouvoir justement permettre à ces économies de se renforcer. Oui, financer les États, mais aussi financer le tissu entrepreneurial. On va y venir plus tard. Je vous laisse finir vos propos. Mais justement, ce que je rebondis, parce qu'effectivement c'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a aussi une bourse régionale des valeurs en Afrique, à Abidjan, et il y a une bourse, la bourse de Casablanca. Et dans cette perspective, il faut que ces deux places financières, qui ont aussi comme point commun une francophonie, qui réunit aussi Maroc, Sénégal et toute la région, de pouvoir aller plus en avant pour augmenter le nombre de sociétés cotées, parce qu'on parle de financement. Et une des méthodes de financement, c'est aussi entrer en bourse. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons de véritables success stories dans la bourse de Casablanca. Nous avons une banque, une entreprise qui n'est pas marocaine, qui est listée. Je crois que ça, c'est le chantier de demain, et ça va commencer aussi par des pays comme le Sénégal, de capter au niveau de la bourse de Casablanca des champions nationaux d'Afrique subsaharienne, non pas qu'ils viennent uniquement se lister ici, mais qu'ils se listeront aussi sur leur bourse régionale de valeurs mobilières au niveau d'Abidjan. Et ça créera un flux et un écosystème financier qui manque. Parce qu'effectivement, c'est un bilan d'étape aujourd'hui. Moi, avant de préparer l'émission, c'est plus que 10 ans, Abdou Diop, qu'il n'y a pas eu la réunion, c'est 12 ans que la dernière commission mixte s'est réunie en octobre 2013. Et donc, c'est vrai que ça faisait longtemps. Il y a eu ce discours entre-temps de Sa Majesté à partir de Dakar. Vous vous souvenez, la symbolique forte, préalable à au retour du Maroc à l'Union africaine. Et donc, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a un bilan d'étape à faire. Et là où il faut pointer du doigt, c'est plus de financement, plus d'économique, plus d'investissement pour être à la hauteur, comme l'a souligné Abdou Diop, qui, je pense, qui porte la voix aussi de la CGM, d'être à la hauteur de notre passé commun. Aujourd'hui, je crois que nos échanges ne sont quand même pas à la hauteur de ce passé commun. C'est normal, le Sénégal aussi revient de loin. Aujourd'hui, il y a vraiment une restructuration. Le Sénégal de 2013, quand on a eu cette commission mixte, ce n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui. Ça se développe, ça avance, il y a le pétrole qui arrive. Je vous demandais juste avant, c'est quand que l'argent du pétrole va commencer à se voir. Vous me dites 2030. Nous, 2030, c'est la Coupe du Monde que nous organisons. Ça commence. Donc c'est surtout ça. Il faut plus, je pense, au niveau du PIB, au niveau du tangible, des résultats, mais sur la spiritualité, sur les cœurs, bien évidemment, le patrimoine est là et il est gigantesque. Avant de passer à la diplomatie agricole, un autre mot justement. Que change aujourd'hui, Abdou Diop, concrètement la supervision du FMI sur les investissements pour les partenaires économiques du Sénégal ? Est-ce qu'il faudrait aussi conditionner les projets à des montages qui soient systématiquement adossés à des garanties, à des assurances crédit ? Aujourd'hui, la supervision du FMI qui, disons, le processus de discussion entre le FMI et l'État du Sénégal crée forcément des tensions budgétaires, parce qu'effectivement, il faut un certain temps pour que les choses se stabilisent et que le Sénégal ait plus accès aux ressources internationales. Mais en attendant, il y a 3 choses qui sont importantes. La première, c'est que les projets stratégiques continuent. Oui. Donc le Sénégal va de plus en plus faire appel
au partenariat public-privé, parce que effectivement, les sources de financement ne sont pas que des sources budgétaires de l'État, mais sont aussi des sources partenariales, donc de partenariat public-privé. La deuxième chose, c'est que... Le Maroc pourrait aussi jouer un rôle dans ces PPP? Très clairement, sur un certain nombre de sujets. Dans quel secteur? Le Maroc pourrait jouer un rôle. Aujourd'hui, le secteur de l'énergie, où il y a des producteurs indépendants. Renouvelables, pardon. Les deux, que ce soit renouvelable, que ce soit fossile. Le Maroc peut jouer un rôle important. Le secteur de développement des industries minières, le Maroc peut jouer un rôle important. Le développement portuaire, aéroportuaire, le Maroc peut jouer un rôle important. Donc il y a beaucoup de secteurs où le Maroc peut jouer un rôle très important. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un plan de redressement qui a été mis en place par l'État du Sénégal et sur lequel il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours et il y a des discussions avec le FMI pour justement valider ce plan de redressement pour pouvoir passer à autre chose et justement revenir à de plus bonnes grâces avec le FMI. Et le troisième élément, c'est toute la diversification des partenariats stratégiques que le Sénégal est en train de chercher. On a vu récemment le président Bassirou Diomaye Faye aller au Koweït, aux Émirats, en Arabie Saoudite, le Premier ministre se déplacer en Chine, en Turquie, aujourd'hui venir au Maroc. Donc il y a un développement des partenaires autres que les multilatéraux pour pouvoir, à partir du bilatéral, trouver des solutions parce qu'il y a une volonté forte. Et ne l'oublions pas, comme l'a dit Hafid, il y a une perspective très grande du pétrole demain. Donc, il y a du vrai potentiel. Il faut traverser cette période. Et pour traverser cette période, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller taper à la porte de ses alliés stratégiques habituels pour pouvoir justement, bien sûr, le Maroc comme premier pilier de ses alliés stratégiques, puisque aujourd'hui, le Maroc fait partie des premiers investisseurs au Sénégal. Donc, c'est ce pilier stratégique traditionnel pour accompagner cette période difficile et pouvoir justement trouver des solutions. Mais bien entendu, il faut que derrière, l'État sénégalais aussi mette en place tous les dispositifs qui permettent de rassurer c'est ça les garanties ces investisseurs. C'est-à-dire que l'État aussi doit se porter garant sur des projets qui sont très lourds. C'est ça. Donc, c'est les garanties, c'est la célérité dans la sortie des projets, c'est aussi un bon monitoring pour être sûr que les engagements pris sont respectés et bien sûr continuer à développer un cadre d'investissement qui soit attractif, serein et avec une visibilité sur le long terme. Donc ça, c'est le homework que le Sénégal doit faire pour que tout cela se fasse dans les meilleures conditions. Parce qu'après les accords, après les visites, la mise en œuvre concrète passe par ces sujets-là, parce que bon, les investisseurs privés doivent savoir où est-ce qu'ils mettent leur argent. Absolument, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même des investissements très lourds, parce qu'on parle vraiment de projets structurants et donc très, très budgétivores. Revenons à l'essentiel, et c'est vraiment un des piliers de ce partenariat. Il s'agit de la sécurité alimentaire. C'est Cherkaoui Roudani et cette diplomatie aussi agricole du Maroc. Peut-être rappelez-nous les fondamentaux de cette diplomatie agricole et comment elle est aujourd'hui un des liants de partenariat du Maroc avec le Sénégal et avec d'autres pays avec qui il engage, où le Maroc est plutôt très engagé dans le secteur agricole et de la sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, le Maroc joue un rôle très, très important à travers plusieurs initiatives continentales, parce qu'il faut dire aujourd'hui que la coopération entre le Maroc et le Sénégal n'est pas que bilatérale, mais elle est aussi géopolitique par des objectifs continentaux. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la diplomatie alimentaire au Maroc ou bien agricole, on parle par exemple de l'initiative AAA, Adaptation Agriculture African. C'est une initiative qui a été initiée par Sa Majesté le Romain VI et qui, dans ses fruits, ce n'est pas que à l'échelle de l'Afrique subsaharienne du Sahel ou bien l'Afrique de l'Ouest, mais à l'échelle du continent africain et notamment le Sénégal qui est aussi c'est un partenaire stratégique de l'OCP. Donc, de fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agriculture au Sénégal, on parle aussi du modèle du Maroc vert qui a été aussi, il faut le dire avec courage, qui a été calqué
avec l'expertise marocaine dans ce pays frère. Donc, vous pensez que le modèle marocain intégré, donc à savoir intrant, financement et accompagnement de l'OCP, est transposable tel quel au Sénégal? Tout à fait, effectivement. Et de fait, aujourd'hui, donc, cette diplomatie se renforce aujourd'hui à travers ces accords qui ont été signés dans la commission mixte entre le Maroc et le Sénégal, et qui aujourd'hui, dans la perspective aujourd'hui de travailler sur un écosystème très cohérent et très performant au niveau de la consolidation des relations bilatérales et aussi du renforcement des échanges en matière par exemple, de l'industrie agroalimentaire. On voit qu'il y a plusieurs entreprises marocaines qui sont installées dans plusieurs villes à Dakar. L'expertise marocaine en matière de l'agriculture, ils sont de là. Donc, je pense aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une vision, d'ailleurs, de consolider et de renforcer la résilience de cette relation bilatérale dans la perspective d'aller vers un autre niveau plus élevé et opérationnel. Je pense aujourd'hui, c'est ça le sens et l'essence de cette commission mixte. Et aussi d'arriver de travailler les chaînes de valeur, des chaînes de valeur partagées entre les deux pays. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, M. Abdou Diouf parle des connectivités, parle de la connexion des chaînes de valeur, de tout ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le Maroc pourrait jouer un rôle très important dans plusieurs projets. On parle aujourd'hui, par exemple, du plan Sénégal 2050, où l'agriculture, c'est un levier très stratégique dans la mise en place de cette conception qui est louable, qui est Sénégal 2050. Je pense aujourd'hui, effectivement, le Maroc est là, donc, à travers plusieurs initiatives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, aussi, donc il ne faut pas oublier que toutes ces initiatives royales rentrent dans l'écosystème géostratégique, à portée géostratégique du Royaume du Maroc, à savoir le désenclavement du pays du Sahel, l'inscription des pays afro-atlantiques dans la géoéconomie de l'Atlantique. Donc, et tout ça, la diplomatie alimentaire ou bien la diplomatie de l'agriculture joue un rôle pivot dans ce maillage, si vous acceptez le terme, de cette relation bilatérale entre les deux pays. Et je pense aujourd'hui, à travers, moi je pense aujourd'hui, il faut le dire, que cette relation bilatérale entre le Maroc et le Sénégal, aujourd'hui, il est passé du symbolique au structurant. Donc aujourd'hui, comme vous avez tout à l'heure parlé des effets multiplicateurs, mais j'ajoute structurels. Tout à fait. Voilà, multiplicateur structurel, parce que tout simplement, parce que je pense, il faut le dire, l'axe Rabat-Dakar pourrait jouer un rôle très important dans l'inclusion régionale, dans l'adhésion et aussi dans l'intégration de la région de l'Afrique de l'Ouest. N'en déplaise à certains. Tout à fait. N'en déplaise à certains. Vous vouliez ajouter quelque chose dans ce sens? Pour moi, sérieusement, l'agriculture est le plus grand rendez-vous manqué jusqu'à présent de la coopération entre le Maroc et le Sénégal. Est-ce que l'agriculture aujourd'hui est le vrai pilier de stabilité sociale au Sénégal? C'est un vrai pilier de stabilité, parce qu'il faut que les gens mangent, il faut que ça soit transformé, et c'est le pilier de la création d'emplois. Mais aujourd'hui, justement, quand on dit que les relations ne sont pas au niveau des relations politiques, culturelles, etc., je pense que l'agriculture est vraiment le rendez-vous manqué qu'il faut complètement transformer dans cette coopération entre le Maroc et le Sénégal. Il y a des accords qui ont été signés dans la coopération agricole, de la production animale, la santé. Non, justement. Les accords ne suffisent pas. Une fois les accords signés, quelle est la prochaine étape? Comment concrétiser cela? C'est qu'il faut très clairement qu'on puisse voir comment le Sénégal peut s'inspirer du modèle marocain sur toute la chaîne de valeur. Mais OCP Africa fait déjà cela. Pas suffisamment. Pas sur toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, très clairement, il faut qu'on voit comment, à partir du modèle OCP, le Sénégal a le phosphate, le Sénégal a le gaz. Aujourd'hui, on ne peut pas rater le rendez-vous de la transformation de notre phosphate vers les engrais. Il faut absolument qu'on passe à un autre stade. Et ça, le modèle OCP est le modèle mondial le plus visible et le plus pertinent. Donc, il est important. Et je suis heureux que lors de cette visite, il y a plusieurs temps qui sont consacrés à l'OCP, parce que je pense qu'en termes de transformation de l'agriculture du Sénégal, l'OCP peut jouer un rôle extrêmement important dans cette coopération. Mais vous pensez, comme j'ai interpellé tout à l'heure Cheikh Kabiroudani dessus, le modèle marocain intégré est transposable tel quel au Sénégal? On a les mêmes enjeux avec un avantage, c'est qu'on a de l'eau. Donc aujourd'hui, le modèle est totalement transformable. Ce que le Maroc a réussi ces 7 dernières années sans eau, on ne peut pas comprendre que le Sénégal ne puisse pas le réaliser
avec tout ce qu'on bénéficie. Donc, l'expertise technique... Qu'est-ce qui manque alors? Il faut de l'expertise technique qui vienne, un partage d'expérience pour pouvoir passer. Et il faut que des privés s'investissent dans l'agriculture, comme ça a été fait au Maroc, et qu'après, on aille sur toute la chaîne de valeur. Donc, la partie fertilisant, la partie production, la partie transformation, et bien sûr, derrière, toute la partie formation pour qu'on ait des acteurs qualifiés qui puissent justement travailler dans cette chaîne de valeur. Et aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu extrêmement stratégique qui est clé dans la vision de 2050, et c'est un des axes où on n'a pas le droit de ne pas réussir la coopération entre le Maroc et le Sénégal. Alors pour réussir justement cette coopération, il faut que le secteur privé, vous représentez, je rappelle, vous représentez le secteur privé marocain, vous représentez la CGEM, je vais vous parler des PME sénégalaises, qui un peu comme le Maroc, représentent 97% du tissu productif sénégalais. Or, on le remarque, on a peut-être ceci en commun, j'ai envie de dire, elles ne sont pas réellement intégrées dans les chaînes de valeur. Comment transformer ce tissu entrepreneurial en véritable acteur de la chaîne de valeur régionale, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs. C'est pareil, il faut justement avoir ce partenariat public-privé qui permette, sur des plans stratégiques importants, de créer des écosystèmes de PME qui vont accompagner les acteurs dans le développement des filières, comme on l'a fait dans beaucoup de secteurs. Il y a 15 ans, 20 ans, on avait très peu de PME dans le secteur automobile. Aujourd'hui, on a tout un écosystème de PME qui travaillent dans l'automobile. Pareil pour l'aéronautique. Donc, il faut consolider des filières, créer des écosystèmes, avoir des champions qui soient les locomotives. Et ces champions, il faut soit les faire venir de l'étranger si on n'a pas des champions locaux, ou créer des champions locaux pour pouvoir accompagner cette dynamique. Je veux dire, encore une fois, moi j'ai la chance de vivre ce modèle marocain depuis quelques années. Il y a beaucoup de choses que la coopération entre le Maroc et le Sénégal peut apporter comme levier dans le plan de développement du Sénégal 2050. Et ça, je pense que la haute commission mixte tombe à point nommé parce que ça permet à l'amorce du plan de pouvoir avoir cette visibilité sur ce que le Maroc a pu réaliser et de pouvoir s'en inspirer sur beaucoup de choses au début de l'amorce pour que justement, dès le départ, on puisse apprendre des réussites marocaines, mais apprendre aussi de ce qui n'a pas marché au Maroc pour éviter ces erreurs par lesquelles le Maroc est passé avant d'arriver aux résultats que nous avons aujourd'hui. Vous me facilitez la transition, on dirait que vous lisez dans mes pensées, Abdou Diop, parce que apprendre peut-être du Maroc, moi je voudrais vous interpeller, Hafed Boutaleb, sur l'intégration régionale. C'est le talon d'Achille du continent africain, il faut l'avouer. Bien que cette région occidentale de l'Afrique reste quand même un peu plus active comparée au Maghreb, par exemple. Moi, ma question serait comment on peut s'inspirer d'un modèle asiatique où la complémentarité, et bien même qu'il y a compétitivité et compétition, arrive quand même à générer des chiffres, des croissances à 2 chiffres en termes d'intégration régionale. Que peut-on apprendre finalement du modèle asiatique pour une meilleure intégration régionale, commençant d'abord par celle ouest-africaine et donc à travers aussi cette initiative atlantique? Pour l'intégration en Asie, on a 2 exemples. On a le plus ancien, c'est l'ASEAN. Oui. Et puis on a le RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership, autour de la Chine, mais englobant des pays comme le Japon, des géants économiques. Qu'est-ce qu'on peut tirer en tout cas de notre perspective, nous, d'ici à Rabat? ASEAN et RCEP, les 2. Et Dakar. Parce que et Dakar, bien évidemment. Et Dakar, Maroc, Sénégal. Dakar et Rabat. D'abord, on a des pays qui étaient très tendus dans leur histoire, des adversaires qui se sont systématiquement, dans les 2 exemples, assis côte à côte quand il s'agissait de leurs intérêts économiques. On donne l'exemple simple, le Japon et la Chine, toujours sous tension jusqu'à aujourd'hui. Ils ont eu une guerre. Oui, mais là, il y a eu la guerre, il y a eu des dizaines de millions de morts. Dizaines de millions. Oui. Et pourtant, malgré que les tensions continuent, malgré que les tensions, il y a un gouvernement assez à droite à Tokyo, et pourtant, ils s'assoient tous les 2 lorsqu'il s'agit de leur intérêt économique et ils arrivent à s'intégrer dans un schéma régional, dans une organisation régionale
Pareil, lorsqu'on voit un pays musulman de 300 millions d'habitants s'asseoir et coopérer et vraiment réaliser de concert avec un pays bouddhiste de 70 millions d'habitants qu'est la Thaïlande, l'Indonésie et la Thaïlande, ça donne aussi un enseignement sur la capacité des États à dépasser leurs dissensions, quelle qu'était l'histoire derrière, pour pouvoir s'asseoir et composer lorsqu'il s'agit de leurs intérêts économiques, c'est-à-dire les intérêts de leur population, des ressortissants de ces pays-là. Et je pense que ce soir, on a une tribune, en tout cas pour moi, pour ma part, puisque j'ai souvent défendu cette idée d'un Sahel, un grand Sahel, Maghreb intégré. C'est vrai que dire la perspective aujourd'hui du Maghreb tel qu'il est, elle s'essouffle du fait de l'intransigeance de l'Algérie. Et même si l'Algérie venait à s'asseoir aujourd'hui pour négocier, nous ne pouvons plus fermer la table à nos partenaires du Sahel qui, eux, non seulement sont pour nous, mais en plus, ils nous tendent la main. Et comme aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko vient chez nous pour rallumer la flamme. Donc, nous allons nécessairement, même s'il y a un Maghreb, construire de concert avec cette nouvelle alliance du Sahel et avec le Sénégal et la Mauritanie, et même au-delà. Encore une fois, il y a l'Égypte de l'autre côté, la mer Rouge avec l'Arabie Saoudite, et il y a le chemin des caravanes qui est de tout temps emprunté par ces caravanes qui sont venues d'est en ouest pour vendre toutes sortes de marchandises. Il faut réanimer ces flux économiques. Surtout qu'on parle aujourd'hui, et c'est de circonstances, puisqu'on parle de géopolitique, il y a cette notion de Sud global. Maintenant, même à Davos, il y a quelques années, vous lui reparlez de Sud global, c'était des chimères ou voire même des délires. Ce n'était pas quelque chose qui s'invitait aux tables de discussion du forum de Davos. Aujourd'hui, on met en avant ce Sud global. Que serait ce Sud global sans une Afrique intégrée ? Et quel est l'élément vraiment qui nous manque pour qu'on n'ait pas cette intégration qu'ont des pays, je ne dirais pas, très loin d'être alliés, mais je ne dirais pas ennemis, mais des pays sous tension. Vous avez cité l'exemple de la Chine et du Japon, mais pour qu'on puisse aspirer à cela, vraiment un élément. Moi, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'intégration africaine dans les 20-25 prochaines années, nous reviendrons au schéma du Congrès de Berlin 1885. 25, ça fait long. Ça fait long, mais en tout cas, quand je vous dis intégration, c'est vraiment déjà des jalons posés, déjà du solide réalisé. Si nous ne faisons pas ça, nous reviendrons au schéma du 19e siècle où les grandes puissances, et cette fois, il n'y aura plus que les Européens, il y aura aussi les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, se partageront le gâteau de l'Afrique. Donc, bien que l'Afrique soit l'avenir de... Mais c'est soit l'Afrique décidera de son sort par elle-même, et quand le congrès de Berlin a eu lieu, ils n'ont pas distingué entre nord-africains ou africains subsahariens, c'était l'Afrique en général. Est-ce que ce narratif est aujourd'hui... C'est très important. Non, mais est-ce que ce narratif est mis en avant pour les populations africaines ? Alors, excusez-moi, Abdou Diop, rapidement, je trouve qu'au Maroc, on devrait faire plus d'efforts en termes de narratif vis-à-vis de nos partenaires d'Afrique subsaharienne. Nous avons il ne faut pas donner l'impression que le Maroc va, je pense, apprendre quoi que ce soit au Sénégal. Le Maroc est dans une démarche de complémentarité avec nos voisins du Sénégal du Sud. Et pareil, nous avons aussi à apprendre du Sénégal. Notamment, nous savons que beaucoup de nos médecins se forment à Dakar pour la qualité de l'enseignement de médecine qu'il y a à Dakar. Donc, je pense qu'au niveau du récit, il faut être beaucoup plus attentif. Il y avait un institut d'études africaines, je ne sais pas, professeur, est-ce qu'il est toujours... Il existe toujours. Il existe toujours. Mais je pense qu'il faut le renforcer. Et pour conclusion, j'aimerais voir des universitaires marocains parler Wolof, par exemple. Ça serait un gage d'un pas en avant vers ses partenaires du Sud. Pour moi, l'intégration régionale, je me permets de prendre la parole, elle passera, et ça démarre, par les complémentarités de chaînes de valeur. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de développer de l'industrie dans beaucoup de pays du continent. Et le développement de ces industries, les premiers quick wins, c'est les complémentarités de chaînes de valeur. Vous savez, vous m'avez rappelé, mot pour mot, une de vos interventions sur ce plateau, il y a quelques années déjà. Tout à fait. Vous avez évoqué la bauxite, les pneus... Il faut que les locomotives africaines, que sont le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui ont développé des industries arrimées aux chaînes de valeur mondiales, qu'ils puissent justement, dans le cadre de la coopération, trouver des complémentarités sur le continent africain. Et la ZLECAf va permettre de le faire. Donc, premier élément très important, les complémentarités de chaînes de valeur. Aujourd'hui, effectivement, on est en train de voir des acteurs industriels du textile globaux s'installer au Maroc pour faire du tissu et aller chercher du coton sur l'Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays du Sahel, Mali, Burkina, Bénin, qui ont un excellent coton,
pour faire de la filature là-bas, de l'industrie de la filature, qui va alimenter justement ces industries de textile au Maroc. Donc on crée une industrie complémentaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est extrêmement important... Il faut que la volonté soit des deux côtés. Vous confirmez cela. Bien du sûr. côté du patronat aussi sénégalais. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a une vraie volonté de développer de l'industrialisation dans les différents pays. Donc le post-Covid a créé le mindset, donc il faut s'intégrer dans ça. Et il faut aussi que les corridors soient faits, les corridors de transport et logistique. Et là, on a les corridors routiers, on a des ports, notamment le port de Dakhla au Maroc et le port de Ndayan au Sénégal, qui sont des ports qui vont permettre cette complémentarité. Et bien sûr, toute la partie énergétique et le projet de gazoduc. Donc, on est en train de mettre en place un certain nombre d'éléments qui sont structurants, qui vont permettre de passer d'une intégration régionale qui était un vœu philosophique à un moment, à des projets concrets qui vont forcer cette intégration régionale. Donc moi, je suis très optimiste. C'est pour ça que je dis 20 ans, c'est long. Ces projets structurants vont permettre déjà d'amorcer quelque chose et tous les autres pays vont être obligés de se greffer. J'ai dit 20 ans parce que je ne pensais pas qu'au Sénégal. Oui, je suis d'accord. Mais bon, il y a d'autres partenaires avec lesquels ça prend. Dès lors qu'on amorce des développements par segments régionaux, donc l'Afrique de l'Ouest avec le corridor atlantique, l'Afrique australe avec le corridor Lobito qui va aller de l'ouest à l'est de l'Afrique à travers des pays comme l'Angola, la RDC, etc. L'APSET qui va être le corridor de l'Afrique de l'Est. Donc il y a beaucoup de corridors qui vont créer des pôles d'intégration régionale sur lesquels les autres vont se greffer. Donc moi je suis très optimiste. On n'est plus dans la même situation où on était dans des discours. Aujourd'hui il y a des projets concrets et il n'y a pas mieux que des projets concrets pour développer de l'intégration régionale et de la coopération entre pays. Alors, le vrai enjeu aujourd'hui n'est pas moins de signer des accords comme ceux qui ont été signés aujourd'hui, mais que de les faire performer. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, Cheikh Kaboul Roudani, sur l'opérationnalisation de cette ambition commune. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'opérationnalisation de ces accords nécessite la cohérence dans la vision politico-stratégique entre les deux États. Aujourd'hui, nous sommes, tout à l'heure, vous avez parlé du Global North and South Global. Donc, effectivement, nous sommes dans un monde fragmenté. Aujourd'hui, il y a une nécessité de créer une synergie sur beaucoup de choses. On parlait du corridor, on parlait de la connectivité stratégique, on parlait aussi de la mise en place de ce qu'on appelle des plateformes. Aujourd'hui, je le dis avec courage, cette relation maroco-sénégalaise, c'est un laboratoire d'idées pour le continent africain, parce que j'imagine aujourd'hui que c'est un exemple avant-gardiste dans la conception stratégique de relations sud-sud. Le Maroc et le Sénégal donnent un exemple idéal. Donc, de fait, aujourd'hui, l'opérationnalisation nécessite aujourd'hui il faut rentrer de ce qu'on appelle, ce que je parlais tout à l'heure en off, de ce qu'on appelle la géopolitique de production. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est un continent, il faut le dire avec honnêteté, c'est un continent qui est très malade. Il y a beaucoup de problèmes politiques, géopolitiques, une fragmentation au niveau des régions. D'ailleurs, quand on parle par exemple de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de problèmes au niveau des pays du Sahel, l'Afrique subsaharienne du Sahel. On parle de terrorisme, on parle de plusieurs régions où il y a des zones grises comme le golfe de Guinée. Par exemple, on parle de la région de l'Uptako-Gourma, entre le Mali, le Burkina et le Niger. On parle aussi de quelque chose qui est très, très important, c'est que ce continent regorge des matériaux critiques et stratégiques qui sont très, très importants pour l'industrie de futur, pour les États-Unis, pour l'Union européenne. Je pense aujourd'hui, il faut qu'on essaye de travailler sur la mise en place des stratégies globales, multidimensionnelles et multisectorielles afin de renforcer donc la résilience de la coopération entre le Maroc et le Sénégal. L'opérationnalisation passe par une stratégie à plusieurs niveaux. D'abord, je dirais que, par exemple, quand on va voir les besoins du Sénégal, comme le Maroc, il a des besoins aussi en matière de relations bilatérales avec le Sénégal.
D'ailleurs, heureusement que cette relation, donc, il a un substratum très très puissant et très fort. Parce qu'on parle des relations depuis Léopold Senghor, on parle d'Abdou Diouf, on parle aussi d'Abdoulaye Wade, on parle de Macky Sall, on parle du président actuel qui a une relation très importante avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et de fait, il y a ce qu'on appelle cette personnalité de base entre les deux peuples. Une personnalité de base, anthropologiquement parlant, qui a un ancrage historique. Donc je pense aujourd'hui il y a tous les ingrédients pour qu'on puisse développer cette relation, pour qu'il puisse être à la hauteur des deux pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, avec les choses comme telles qu'elles est, aujourd'hui, le Maroc, il a sa profondeur stratégique. Le Sénégal fait partie de cette profondeur stratégique parce qu'on ne peut pas construire ensemble, on peut que co-construire avec l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est ça la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI à travers les initiatives globales, que ce soit au niveau des enclavements du pays du Sahel, au niveau de l'inscription des pays afro-atlantiques dans la géoéconomie de l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc il est en train de mettre en place une nouvelle doctrine géopolitique qui est le sud de l'Atlantique, où il y a l'ensemble des continents des pays afro-atlantiques. Le Sénégal joue un rôle très important. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à travers, donc, quand on parle par exemple de l'énergie, on parle de l'hydrogène vert, le Maroc, il a une expertise très puissante. Je pense aujourd'hui, le Sénégal peut tirer profit de cette expertise au niveau énergétique, au niveau aussi de ce qu'on appelle l'industrie numérique, la transition numérique. Le Sénégal, il a besoin de revoir les choses d'une manière très intelligente. Et je pense que le Maroc pourrait vraiment jouer un rôle très important là-dessus. Je pense aujourd'hui il y a plusieurs domaines, plusieurs secteurs où le Maroc peut apporter, comme le Sénégal peut apporter aujourd'hui certaines choses. Et je pense que lorsqu'on voit la balance commerciale, elle est intéressante par rapport aux 5 ans avant. Oui, je pense que les choses se développent, étant donné aujourd'hui qu'il y a une volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui lorsqu'on se rappelle très très bien le discours du retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, Sa Majesté a dit « Je suis chez moi ». Je pense que le Sénégal, c'est le premier pays où Sa Majesté a fait un discours lors de la Marche verte en 2017 ou 2016. 2016. Donc je pense, voilà, il y a un ancrage. Il y a une relation bilatérale puissante qui permettrait d'élargir l'écosystème relations multilatérales avec l'Afrique de l'Ouest parce qu'il faut le dire, l'une des contraintes aussi, c'est que ces problèmes qui existent dans l'Afrique de l'Ouest, étant donné des situations politiques qui n'arrivent pas de se résoudre malheureusement. Mais je pense aujourd'hui, s'il y a une volonté, donc on peut arriver à dire que la relation maroco-sénégalaise, c'est un axe géostratégique qui est prometteur, qui a de l'ambition et qui pourrait devenir vraiment un modèle avant-gardiste dans les équations des relations sud-sud. Alors, on a parlé de passé, de présent, quid du futur. Next step pour clore cette discussion, Abdou Diop. Next step, aujourd'hui, c'était le temps, je vais dire, politique et exécutif, puisque les gouvernements, avec à leur tête, les chefs des deux gouvernements se sont réunis et ont signé un certain nombre d'accords sur des instruments juridiques et accords bilatéraux. Demain, ça va être le moment économique du secteur privé. Donc, nous allons avoir le plaisir de recevoir la délégation officielle ainsi que la délégation d'entrepreneurs sénégalais à la CGM pour un beau forum économique où on va aborder justement ces différents sujets et les secteurs stratégiques. On fera aussi d'importantes rencontres bilatérales. Annonce peut-être en avant-première sur ce plateau, Abdou Diop. Pas d'annonce, mais on va avancer parce que, ne l'oublions pas, les entreprises des deux pays sont en train de travailler depuis un certain temps. Nous allons continuer à avancer pour rendre plus concret un certain nombre de projets. Et bien entendu, nous allons aussi Qu'est-ce qui manque pour concrétiser certains projets ? Il y a des projets qui sont en cours, il y a d'autres pour lesquels Quel genre de projet ? Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, des projets industriels. Industriels, voilà, juste pour qu'on sache. Non, beaucoup de projets industriels qui sont en cours. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets industriels
qui sont en cours de nos membres au Sénégal. Certains avancent très bien, d'autres ont besoin d'un petit coup de pouce administratif pour faire évoluer les dossiers. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce climat des affaires peut-être qui va aussi encourager l'investissement et l'attrait du capital et de l'expertise. Et il y a des partenaires importants du Sénégal qui sont là, qui cherchent à monter des joint ventures avec des entreprises marocaines. Donc il ne faut pas oublier aussi que c'est dans les deux sens. Donc on va aussi voir, parce qu'il y a des entreprises sénégalaises qui sont en train de s'installer au Maroc et qui se développent. Donc on va développer cela et avec nos amis du patronat sénégalais, notamment du Conseil national du patronat, on a un rendez-vous dans les semaines à venir pour redynamiser le groupe d'impulsion économique Maroc-Sénégal. Et là aussi, c'est plusieurs choses qui vont être traitées dans le cadre de ces rencontres pour le groupe d'impulsion économique. Donc les next steps sont en cours, on continue et bien sûr, en parallèle, les projets stratégiques continuent, le gazoduc continue, l'initiative Royal Atlantique est en train d'être mise en œuvre et le sommet se tiendra cette année donc, pour avancer. Donc toute cette coopération est en marche. Là, on va faire en sorte que justement le turbo soit mis pour qu'on ait cet effet d'accélérateur qui permette de consolider les acquis que nous avons eus ces 20 dernières années pour les renforcer et les développer en plus et les porter à une autre dimension. Et je pense que le moment est un moment extrêmement important pour s'insérer dans cette vision 2050 et apporter la valeur utile à nos deux pays. Très bien. Si on devait résumer en un mot l'avenir des relations maroco-sénégalaises, Hafed Boutaleb. Moi, je dirais succès. Succès. Sharqa Beroudani. Oui, succès. C'est une relation vraiment en un mot. Ambitieuse. Ambitieuse. Merci messieurs. Voilà, c'était cet épisode de questions d'actu spéciale que nous avons consacré à cette 15e commission mixte Maroc-Sénégal qui se tient aujourd'hui et demain avec la présence et la participation du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko qui donc dirigeait une forte délégation de ministres mais aussi du secteur privé sénégalais. Voilà donc pour cette émission. Je voudrais réitérer mes remerciements à mes invités. Abdou Diop, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. Marhaba bik, toujours marhaba bik fait le plateau. Merci à vous aussi, Hafed Boutaleb. Avec grand plaisir. Et c'est Sharqa Beroudani, merci d'avoir enrichi cette discussion. Toujours un plaisir, Madame Khadija. Voilà, c'est la fin et je vous dis donc très bonne soirée et à demain, Inch'Allah.